Nous sommes venus à Trouville pour rencontrer Vladimir Fyodorovski et parler de son dernier livre, D'Artagnan de Saint-Pétersbourg. Vladimir, voilà une idée. D'Artagnan de Saint-Pétersbourg, dans nos temps de troubles. Pourquoi cette idée d'Artagnan à Saint-Pétersbourg? D'Artagnan de Saint-Pétersbourg, vous savez, c'est 58e livre quand même, vous savez, 58e livre. Et je vais vous dire, au premier abord, j'ai eu marre des livres des derniers temps, avec la crise actuelle. J'ai fait beaucoup de livres de caractère géopolitique. C'est vrai que ce livre en sourdine est une clé géopolitique, mais c'est quand même flamboyant. C'est plus dans la tradition de mes grands succès. Vous vous souvenez, il y a 30 ans, j'ai fait un livre qui a changé mon destin en millions d'exemplaires. C'était le roman de Saint-Pétersbourg, le roman de Rasputin. J'ai fait beaucoup de livres flamboyants, comme ça. Amour, mystère, évasion, les égéries, tout ça, c'était ce que j'aime. Et ces derniers temps, avec la crise, j'étais obligé, vous savez que je passe souvent à la télévision, pour ça, donner plutôt les livres, les clés géopolitiques. Et alors, j'ai voulu vous faire plaisir. Vous savez, c'est presque un cadeau de Noël que je fais, parce que les gens ont marre aujourd'hui de la tristesse politique, ils sont inquiets. Et j'ai voulu faire plaisir simplement à mes lecteurs, j'espère à mes lectrices, avec ce livre. C'est le premier, disons, abord. Deuxième chose, paradoxalement, D'Artagnan de Saint-Pétersbourg donne aussi des clés pour comprendre la situation géopolitique. Vous savez, pour être franc, il y a deux personnages qui donnent la possibilité de comprendre la Russie d'aujourd'hui. Il y a Ivan le Terrible, j'ai traité ça dans le livre précédent, et Pierre le Grand. Ivan le Terrible, il disait, il n'y a rien à faire avec l'Europe, c'est les gens qui sont en but d'eux-mêmes, nous sommes trop grands pour eux. Il faut travailler avec l'Asie. Et finalement, avec Poutine, ce qui se passe aujourd'hui avec la crise, c'est plutôt réorientation de la Russie sur l'Asie. Et Pierre le Grand, il est au centre aussi de ce livre, parce que le héros de ce livre, c'était le favori de Pierre le Grand. C'était D'Artagnan de Saint-Pétersbourg, c'est un Français qui était Armand de Lestock, qui était favori de Pierre le Grand. Alors, Pierre le Grand, c'est un occidentaliste. Et moi, je suis passionné de cette période, du XVIIIe siècle. Vous savez, vous connaissez mon attachement à Saint-Pétersbourg, avec ses couleurs extraordinaires, je pense. Mais on le sent dans votre livre, la passion, la vraie passion pour la magie de Saint-Pétersbourg. La magie de Saint-Pétersbourg, mais c'est aussi un réconfort par rapport aux lecteurs et lectrices. Parce que je ne cesse pas de dire que si vous êtes amoureux, et surtout amoureuse, allez à Saint-Pétersbourg et allez à ce lieu emblématique, le pont des amoureux de Saint-Pétersbourg, emblématique qui porte bonheur, les Shtukov, le most qui porte le nom de D'Artagnan de Saint-Pétersbourg, alias Lestock. Ça, c'est, vous comprenez, Pierre le Grand, occidentaliste, et mon destin, c'est aussi être un trait d'union entre la France et la Russie. Mais pourquoi D'Artagnan? Pourquoi D'Artagnan? Non, D'Artagnan, je vais vous dire, D'Artagnan, c'est quelqu'un qui a bercé ma jeunesse, et on me demande souvent qui est l'agent français le plus influent en Russie aujourd'hui. Et je dis, c'est D'Artagnan. Bien Parce sûr, que ça nous marque tous. Bien sûr. C'est le pays de D'Artagnan pour nous. D'Artagnan, parce qu'il était avant de... Vous savez, Lestock, c'est un personnage flamboyant. Il y a en soi, vous savez, il est dans la tradition des grands aventuriers du XVIIIe siècle, de Casanova, vous savez, de Cagliostro, qui sont venus. C'est pas loin. Et ce qui est très intéressant pour moi, que Lestock, c'est le Français qui a changé le destin de la Russie.
Les Russes ne l'aiment pas trop avantagé puisqu'il était quand même pas russe. Et les Français, je ne comprends pas. C'est la fierté de la France et en France, on le connaît. C'est une vraie révélation pour les gens d'aujourd'hui. Vous comprenez, un personnage absolument étonnant qui, quand même, qui était favori de Pierre le Grand, amant de deux impératrices, qui a fait un coup d'État lui-même, qui a placé Élisabeth, sa copine de cœur, au trône de la Russie, qui est devenue une grande impératrice. Détrompez-vous, la magie de Saint-Pétersbourg, franchement, ça c'est pas seulement Pierre le Grand, mais surtout Élisabeth. Parce que ces couleurs que vous aimez tant, fuchsia, jaune, le bleu extraordinaire, le vert extraordinaire sur la toile de fond des neiges immaculées de la Russie, c'est quand même Élisabeth. Et finalement, cet architecte que je considère que le plus grand architecte du monde, Rastrelli, à l'origine, c'était toujours le stock, puisqu'il a dit à sa copine Elisabeth, il faut donner à ce jeune garçon la carte blanche, et c'est lui qui a réuni les choses extraordinaires. Vous savez, la magie de Saint-Pétersbourg, c'est tout d'abord Rastrelli qui a réuni des choses disparates. C'était le classicisme français, c'était le baroque italien, c'était la tradition architecturale de Novgorod. Ça aurait dû produire un kitsch, ça a produit un miracle. Mais à l'origine, c'est toujours les stocks. Et finalement, vous comprenez, la crise actuelle, je vous dis que les gens sont inquiets, ils ont marre de cette tristesse politique. Quand même, ce livre, en réalité, s'il y a un petit message, peut-être un grand message géopolitique en sourdine, caché. Cette fois-ci, je vais vous dire, vous comprenez, non seulement nous vivons maintenant la période la plus dangereuse de l'histoire de l'Europe, avec les choses absolument imprévisibles, mais nous vivons une période quand la haine triomphe. Dans cette notion de la haine, il y a une erreur, à mon sens, de l'Occident, parce que l'Occident d'aujourd'hui est marqué par un phénomène très bizarre, la russophobie. C'est une grande erreur, russophobie, je ne vous cache pas, parce que, vous savez, c'est contre-productif. Finalement, la russophobie, c'est contre-productif pour le but. Le but, c'était quand même de diminuer l'influence de Poutine, au lieu de distinguer le peuple russe, faire la distinction entre le peuple russe et Poutine. Les gens aujourd'hui réunissent les deux. Et vous savez, je ne veux pas vous raconter, peut-être vous ne connaissez pas, mais quand les Italiens, en obscure université italienne à Milano, il a décidé d'interdire Dostoïevski, supprimer les cours, mais aussi interdire Dostoïevski, ça a rendu un grand service à Poutine, parce que Poutine, la popularité de Poutine, qui est quand même significative, la CIA, donc 80%, je pense que c'est moins, mais quand même, il donne les trucs comme ça, c'est commencé par l'interdiction de Dostoïevski. Mais pour revenir à la russophobie. Russophobie, vous pensez que russophobie aujourd'hui, avec mes copains dans la presse, s'est porté au pinacle? Pas du tout. Vous comprenez, la russophobie était portée au pinacle surtout pendant la guerre de Sébastopol au milieu du XIXe siècle. Vous vous souvenez, la guerre de Sébastopol, l'attaque des Français, des Anglais oui, bien sûr. contre ça, etc. Si vous ne pouvez pas imaginer, comme j'ai étudié ça dans le détail, j'ai vu les caricatures, c'est rien par rapport à aujourd'hui. Mangeurs d'hommes, les Russes diabolisés complètement. Et quand je suis désespéré, je vais vous dire, Katia, si on me permettait, je fais deux choses quand je suis désespéré. J'écoute. Voyons. J'écoute comme complètement désespéré. Ça n'a rien à voir avec les choses. Il y avait un grand président américain qui a connu la crise et il a fait un discours extraordinaire. Kennedy, il disait, dans la future guerre, il n'y aura pas ni vainqueur ni vaincu. Ni vainqueur ni vaincu. Et je pense que les gens aujourd'hui n'ont pas peur de la guerre. Mais bref, j'écoute Kennedy et sinon, je relis un livre qui a changé la géopolitique au XXe siècle. Et mon livre,
C'est dans cette tradition-là, parce que vous savez, les livres ambitieux, comme le d'Artagnan de Saint-Pétersbourg, peuvent changer vraiment le destin géopolitique du monde. Il y avait un marquis, pardon, pas un marquis, vicomte de Vaugué. Vicomte de Vaugué, un écrivain. Très connu. Très connu, mais parce que vous À la êtes fin du 19e, lettré, beaucoup de gens. Il a fait un grand livre, extraordinaire livre. L'histoire est suivante, vous savez, il était passionné de la chasse. Et la chasse, il voulait chasser l'ours. La Russie, l'ours quand même. Il voulait aller en Russie chasser l'ours. Et vous connaissez les aristocrates, ils se fréquentent entre eux. On lui a donné des adresses. Il a vu ces aristocrates, la chasse, après les conversations, les histoires d'amour, comme toujours dans mes livres, c'est des grandes histoires d'amour extraordinaires. Et lui, il a une histoire d'amour, évidemment, et il a pu parler avec ces aristocrates. Qui étaient ces aristocrates? C'était Tolstoï, Turgenev. Je dis Turgenev, Dostoïevski était plus modeste, d'origine plus modeste, mais qu'il a vu. Mais bref, et après il revient ici, en France. Et il publie quelques années après un livre qui a marqué les esprits jusqu'à l'heure actuelle. Je conseille vraiment à nos lecteurs et surtout à nos lectrices de lire ce livre à côté du roman d'Artagnan de Saint-Pétersbourg, j'espère. Mais quand même, les choses, il a fait un livre qui s'appelle Le roman russe. Il raconte, vous savez, la France a découvert l'âme russe à travers ce livre. Et après, il y avait le changement géopolitique, il y avait l'entente, il y avait la visite du tsar ici, il y avait le pont Alexandre III, il y avait les ballets russes, les égéries russes, toutes ces choses-là qui ont été marquées les esprits. Et mon livre, je ne vous cache pas que c'est une ambition. Je peux vous faire même une révélation. J'essaie de lancer ce projet, ce livre, avec l'ambition d'atténuer la haine qui prime maintenant. La haine qui devait disparaître tôt ou tard. Parce que vous savez, je m'inspire toujours. Vous savez, je suis francophile à mort. J'aime la France. Il y a un grand historien français, Brodel. Il disait « l'écume du jour passe ». Vous savez, l'affinité civilisationnelle reste. Il utilise le terme, vous savez, ce livre commence par cette citation de Brodel, d'Artagnan de Saint-Pétersbourg. L'écume du jour passe, l'affinité civilisationnelle reste. Et vous savez, ce qui prime, il utilisait le terme l'histoire longue. D'Artagnan de Saint-Pétersbourg est sur l'histoire longue. Votre livre, en fait, elle raconte le début du grand roman franco-russe, avec les stocks, avec Pierre le Grand, n'est-ce pas? Bien sûr, et vous avez bien senti, je suis très sensible que vous avez senti ça. C'est vrai que la prétention était ça. La prétention était ça parce que, vous savez, moi, par mon destin, je suis trait d'union entre les civilisations, parce que, d'ailleurs pan-européenne, parce que j'ai des origines de là-bas d'une part, mais d'autre part, je suis considéré l'écrivain français. Ça, c'est 28 pays, traduit du français dans 28 pays. Vous êtes un écrivain français. Je suis écrivain français et mais traduit dans 28 faits du français et quand même 58 livres, y compris, je vous dis, ces choses qui comptent. Roman de Rasputin, roman de Tolstoï, s'il vous plaît. Parce que j'ai fait. D'ailleurs, vous savez qu'après d'Artagnan de Saint-Pétersbourg, il y aura la suite. Roman, ça c'est vrai que ça c'est le grand roman russe. Et le vrai commencement de ce roman, c'est évidemment, ce qu'il a organisé, c'était moi j'ai organisé beaucoup de sommets. Et quand j'étais diplomate autrefois. Et je dois vous dire qu'avec ça, les stocks qu'il a organisé, un voyage qui compte, il est extraordinaire, qu'il faut reconstituer ça dans un chapitre de livre, minute par minute, quand Pierre le Grand vient
à Paris, en 1717, les stocks le guident, il ne voit pas les maîtresses du roi, il prend quand même le roi, le jeune Louis XV, il le jette vers le ciel, le rattrape, ça a marqué, ça a effrayé. Mais il est allé au tombeau de Grand Richelieu, il s'est agenouillé au tombeau de Grand Richelieu, ça a commencement. Mais le coup d'État que d'Artagnan de Saint-Pétersbourg a organisé, vous savez, ça c'est, pour moi c'est vraiment les meilleurs moments de ce livre, pour vous dire la vérité. Parce que c'est le meilleur roman de ce livre parce que c'est digne d'un roman de cap et d'épée. évidemment, cette histoire. Vous avez senti, mais c'est pas inventé. Est-ce que vous avez travaillé avec les J'ai archives? compté, il y a les nouvelles archives, complètement. Les archives là-bas, vous savez que j'ai découvert là-bas la bibliothèque de l'Estoc, bluffant, puisqu'il était un grand scientifique aussi, Le fondateur de la médecin, médecine russe. oui. Il était au début, il était médecin, il était envoyé là-bas comme médecin personnel, et après il est devenu joué un rôle. Mais surtout le coup d'État, quand il a placé sa copine, sa copine de cœur quand même, la fille de Pierre le Grand, Élisabeth, au trône de la Russie, ça c'est extraordinaire. Moi j'aime ces pages parce que il le décrit, les diplomates le décrivent, seul le XVIIIe siècle garde ce genre de secrets, de ce genre de complot, les souterrains, les voyants, il se voit avec, elle vient Les magnétiseurs, dans les magnétiseurs, les jeux de cartes, il était passionné de jeux de cartes, il faut le dire, magnétiseur, et il se retrouve, Elisabeth lui donne l'interview, elle vient, je décris, l'ambassadeur, il y a un très pertinent ambassadeur là-bas qui a laissé ces images pittoresques quand la future impératrice vient au souterrain avec son manteau de fourrure de la Sibérie, des renards argentés de la Sibérie que je recommande à toutes vos spectatrices. Et je vous signale, il vient, il n'y a rien sur le manteau. Un grand rendez-vous d'amour en même temps. Vous comprenez, tout ça, c'est le 18e. 18e, tout le 18e siècle. Casanova, je vous dis, les grands sœurs, mais il place. Vous savez, je décris ça parce qu'après la mort, il y a une particularité que vous devez comprendre. Pourquoi aussi je suis passionné de ça? Parce que les personnages sont étonnants. Vous savez, là, je décris Elisabeth, bien sûr, parce qu'Elisabeth, c'est au centre quand même de ce livre, avec ses rapports particuliers avec mon d'Artagnan de Saint-Pétersbourg. Mais chaque personnage de ce livre, c'est étonnant. Vous savez, il y a des pages qui sont consacrées parce qu'il a touché aussi, je pense, mon d'Artagnan qui était très ouvert avec les grandes histoires d'amour, à la femme de Pierre le Grand. Il a risqué à la femme de Pierre le Grand. Mais cette femme, c'est étonnant, vous savez, puis cette deuxième femme de Pierre le Grand, elle était une servante. Vous savez l'histoire. Femme du peuple, une femme du peuple. Du peuple, quasi illettré, il est devenu l'impératrice après la mort de Pierre le Grand, et il a joué un rôle diplomatique extraordinaire que je décris, mais même quand il vient, Pierre le Grand, vous savez, il l'a rattrapé chez le plus grand dignitaire de l'Empire, personnage en soi, qui est Menchikov, il s'appelait Vendor à la Sauvette, qui est devenu le grand prince sérénissime, etc. Et Pierre le Grand vient le voir, il y a une tempête de neige, elle vient avec toujours le manteau de la Sibérie, le manteau de fourrure de la Sibérie, et il jette son manteau. Et une petite servante illettrée rattrape ce manteau avec un geste peut-être trop habile pour Pierre le Grand. Les jeunes d'aujourd'hui, ils disent, ils flashent. Et une grande histoire d'amour. Vous comprenez, cette femme, il a joué, vous savez, moi je suis très attaché aussi au côté esthétique de Saint-Pétersbourg, parce que je vous ai raconté le rôle de l'Estoc et d'Élisabeth pour changer l'architecture de cette ville magique. Mais Catherine Ier, cette femme illettrée, elle a donné au Pierre le Grand, vous connaissez ce palais qu'on aime tant, un miracle architectural, Tsarskoye Selo, c'est elle qui a donné à Pierre le Grand tout ça, ces lettres exquises de l'amour, tout ça, mais d'une manière générale, vous savez, je vais vous dire, je suis obligé de faire un deuxième tome, parce que le XVIIIe siècle, c'est le siècle des grands aventuriers, de Vandenterre.
c'est le siècle des formidables histoires d'amour, des liens entre l'amour et la politique, notamment. Voilà, l'amour et la politique. Et Ça, ça, c'est très important très dans votre important. livre. Évidemment. Et le marquis Un marquis, je vais vous dire, marquis, je vais vous raconter, mais juste pour terminer, pour que les gens comprennent de quoi il s'agit. Vous savez, le XVIIIe siècle russe, c'est un siècle unique dans l'histoire mondiale. Il y avait 5 femmes qui ont régné en Russie. 5 femmes. 5 femmes, tout le siècle. Tout le siècle, c'était les femmes, puisque Pierre le Grand, comme il était ébloui par sa deuxième femme, ce Cendrillon de Saint-Pétersbourg, qui a, je parle de Catherine Ier, la femme illettrée, une petite servante qui est devenue la grande impératrice, il a changé l'ordre de la succession et les femmes pouvaient succéder. Et comme ça, il y avait 2 âmes, il y avait Élisabeth, il y avait Catherine Ier, mais surtout, il y avait le deuxième tome sera consacré à une femme qui portait ce lien entre l'amour et la politique au pinacle. C'était Catherine II, une petite princesse allemande qui était poussée à la première ligne. Toujours les gens ne savent pas. Toujours mon d'Artagnan de Saint-Pétersbourg. Vous imaginez les stocks, quel rôle elle a joué. La France ne le connaît pas. Un grand Français qui a joué un rôle exceptionnel. Exceptionnel, vous savez, les Italiens sont fiers de leurs grands aventuriers. Casanova, évidemment. Tout ça, c'est Cagliostro. Tandis que là, le grand Français qui est peut-être plus loin. Il y a un grand journaliste français, il a comparé ça avec Raspoutine du XVIIIe siècle. Non, c'est beaucoup plus loin. C'est beaucoup plus loin parce que vous savez, je vais vous dire, il y a dans les stocks, il y a cette réflexion sur la nécessité d'avoir des rapports très forts entre la France et la Russie. Et Dieu sait que sur ce plan-là, c'est non seulement le fondateur de la francophilie, mais c'est un fondateur de la grande tradition des rapports forts entre la France et la Russie. Pour vous choquer, il était gaulliste avant l'heure. L'Europe de l'Atlantique à l'Ural, avec son copain ambassadeur, un autre aventurier devant le dernier marquis de la Chatardy, c'est eux qui ont mijoté ce coup d'État d'Élisabeth pour placer au trône de la Russie, gaulliste avant l'heure, et ça a continué. Je peux vous raconter comment ça a changé les choses pour la France, s'il vous plaît. Eh bien justement, racontez-nous, vous qui êtes diplomate, parce que les stocks, quelque part, c'était aussi un agent d'influence de Louis XV. Vous savez, agent d'influence, je ne voudrais pas vous... Parce qu'il recevait des sommes d'argent. Évidemment, mais il faut atténuer les choses. Vous comprenez, parce qu'on me demande est-ce que le stock était un espion. C'est pour ça d'ailleurs que les Russes, il le dit, il était agent double, il prenait l'argent chez tout le monde, mais le XVIIIe siècle, c'est particulier. Vous savez, je vais vous dire, il faut atténuer les choses. C'est pas comme le XXIe siècle, etc. Les règles ont été différentes. Les gens prenaient l'argent d'autant plus que le stock, il était passionné de jeux de cartes, il a eu des dettes, plus les femmes, plus tout ça. Il fallait trouver l'argent. C'est vrai qu'il a pris, il y a des confirmations, il a pris l'argent chez le tsar, il a pris l'argent il a travaillé pour les Français, pour les Prusses même, les choses comme ça, mais ça ne veut rien dire. Vous comprenez, c'est un fondateur, il avait en lui une pensée qui est très dérangeante pour les gens d'aujourd'hui. Vous savez, il a utilisé le mot tuant pour les gens d'aujourd'hui. Il a placé à la première ligne l'intérêt national. Ce n'est pas l'écume du jour, ce n'est pas du tout la politique, vous savez, spectacle. Voilà le témoignage du roi de Prusse, Frédéric II, sur le coup d'État qui a fait monter sur le trône russe Élisabeth. Un chirurgien d'origine française, un musicien, un gentilhomme de la chambre, 100 soldats du régiment Preobrazhensky, soudoyés par de l'or français, transportèrent Élisabeth dans le palais impérial. Fin de citation. Je dois vous dire que le coup d'État qui a placé Élisabeth, le coup d'État dans le monde d'Artagnan de Saint-Pétersbourg, qui est organisé de A à Z par lui, il faut comprendre. Par les stocks. Par d'Artagnan de Saint-Pétersbourg, alias les stocks. Il fait ça d'une manière extraordinaire pour que les gens comprennent. Vous savez, Pierre le Grand meurt
en 1725. Après, c'est pour quelques mois, disons, plus d'une année, sa femme lui succède. Et après, il y avait une série de successions malheureuses, notamment, il y avait deux impératrices qui étaient cousines de la fille de Pierre le Grand. C'est vraiment, c'était les qui ont pris le trône de la Russie. Et la fille préférée de Pierre le Grand, Élisabeth, qui était la copine de Lestoc, la copine de Montartagnan, il était un peu évincé. Pendant 10 ans, il vivait sa vie, notamment, j'imagine bien, avec Lestoc. C'était une femme sublime, mais il ne s'intéressait pas à la politique. Mais Lestoc, il s'intéressait à la politique. Et finalement, à un moment donné, il a dit, écoute, le choix est simple. Je retrouvais cet épisode dans les archives. Si ça continue comme ça, tu seras évincé. Le choix, il prend le crayon, il dessine une femme dans le monastère et à côté une autre femme sublime avec la couronne de la Russie. Le choix est simple et c'est comme ça qu'il a organisé un coup d'État. Il faut dire que quand vous avez mentionné l'or français était quand même là. Parce qu'il y avait un autre aventurier dans cette histoire, on a mentionné Saint-Marquis de la Chétardie, c'était un ambassadeur français, aussi un gaulliste avant l'heure, aussi qui contredisait à l'époque la politique russophobe de Versailles, puisque Versailles, Louis XV, Louis XIV, ils étaient réticents par rapport à ça. Et je dois vous dire que tous les deux, ils ont organisé ça avec beaucoup de finesse. Mais simplement, l'ambassadeur français était coincé, Marquis de la Chétardie. Il ne pouvait pas participer directement. Alors le premier rôle a été attribué à Lestoc. Je décris dans le livre, ils ont organisé les rencontres en sourdine avec la garde impériale. Et vraiment pas beaucoup de personnes. Il parle l'ambassadeur d'Autriche, il parle d'une centaine de personnes, ou disons plusieurs centaines de personnes. Ce qui est pittoresque, il y avait un épisode que Lestoc décrit. Vous savez, c'était une très belle femme, Elisabeth, mais elle était une force de la nature, quand même, une femme très forte. Elle sort toujours avec son manteau de fourrure de la Sibérie, il commence à marcher à la tête de la garde impériale, et le stock est toujours à ses côtés, mais il y avait la neige. C'était très difficile. Et le plus costaud, un géant de 2 mètres, il a pris la future impératrice sur ses épaules et il a porté cette femme extraordinaire. Il arrive là-bas au palais où il y avait l'impératrice en titre, Anne, qui était barricadée, et il voit qu'il y avait les gardes avec les tambours. Les tambours peuvent, et Lestoc, il prend son épée, sur l'ordre de la future impératrice, il fait, et après, ça continue. Il faut dire qu'après le coup d'État, à la fois Lestoc, elle était son principal favori, mais l'ambassadeur français, le marquis de la Chétardie, était le favori. Il pouvait, vous savez, devenir vraiment les hommes forts de la Russie. J'étais pendant longtemps diplomate. Je dois vous dire que les diplomates, ils peuvent parfois, comment vous dire, pas outrepasser les ordres de ces chefs, mais quand même qui viennent du Kremlin ou de l'Élysée, mais quand même être très subtil. Et l'ambassadeur de la Chétardie, il est très coincé, parce que Versailles était hostile à la Russie. Mais il continuait. Et après un conseil d'amis aux diplomates d'aujourd'hui, il faut oublier le nombril, il faut oublier la vanité. L'autre est très vaniteux, il commence à raconter ses histoires, il a souligné son affinité sentimentale avec la grande impératrice qui était Élisabeth, et finalement, il a fait une bêtise monumentale. Il a oublié que les Russes, ils ont 2 ou 3 qualités, dont le don des mathématiques.
Et ces dépêches qui ont été chiffrées, comme d'habitude chez l'ambassade, ont été découvertes. C'est-à-dire, il y avait un vice-chancelier très pointu, Bestoujev, qui est devenu hostile à cet ambassadeur. Et avec l'aide de mathématicien Goldbach, ils ont déchiffré ces dépêches, et là-bas, il y avait des excès de langage. Il disait à l'impératrice texto, ces dépêches sont gardées au Quai d'Orsay, que l'impératrice et son goût, il prononçait une phrase tuante pour les rapports. Il ne faut pas parler des rapports intimes. Et là, il disait, elle a les hanches d'une cuisinière polonaise. Et ça, quand ces dépêches ont été portées à la grande impératrice, elle aurait peut-être pardonné ces écarts de langage géopolitique, mais les écarts de langage sentimental, c'était terminé. Il était déclaré persona non grata. Il a continué sa carrière, le marquis de la Chatardie. Il était envoyé après comme ambassadeur en Sardaigne. Encore une fois, il a commencé à vraiment faire la cour à la maîtresse de la roi de Sardaigne. Encore une fois, persona non grata. Et vous savez, les origines de ce livre, il y a des archives russes, bibliothèque de l'Estoc en Russie, les archives de Quai d'Orsay, mais il y a les choses personnelles. Et j'ai passé beaucoup de temps dans un endroit charmant, c'est un château médiéval, qui appartenait au marquis de la Chatardie. Ça s'appelle la Chatardie, l'endroit, tout court. C'est où? En Charente. Et j'ai bien connu son ancien propriétaire qui me lisait la dernière phrase que Chatardie aurait prononcée. Elle disait, je vois les paysages de ma Charente, mais devant mes yeux, il y a les neiges immaculées de Saint-Pétersbourg. Elle, Elisabeth, elle est toujours dans mon cœur. Je ne suis pas devenu son tsar, texto, il disait, mais elle restait l'impératrice de mon cœur. Panache! Et que peut-être quel hommage à la langue française qu'il a maîtrisé avec beaucoup de subtilité, parce que dans ce livre, il y a en sourdine aussi l'hommage aussi non seulement à la francophilie, mais aussi à la francophonie, parce que, vous savez, ces gens-là, ils ont maîtrisé la langue française d'une manière exquise, et l'Estoc, il parlait, il écrivait, il décrivait ces choses-là vraiment d'une manière extraordinaire. Il continuait à jouer un rôle, vous comprenez. Après, il y avait une controverse, il était évincé. À un moment donné, il était mis en exil par Elisabeth parce qu'il continue à comploter. Vous savez, il est à l'origine d'un phénomène que je vais traiter dans le futur, dans le deuxième tome de ce diptyque. L'Estoc est à l'origine de l'invention d'un très grand personnage, peut-être le principal personnage dans la réalité du XVIIIe siècle, de Catherine II. Parce que Elisabeth, la copine de l'Estoc, elle ne pouvait pas avoir des enfants. Et elle a adopté le fils de sa sœur, qui est devenu Pierre III. Mais Pierre III, il était un garçon très bizarre qui détestait les Russes, etc. Et finalement, l'Estoc lui a inculqué, il a dit, il faut se marier. Il a 15 ans, 16 ans bientôt, mais il faut qu'il se marie. Et il a proposé de se marier, qu'il se marie avec une obscure princesse allemande, une petite princesse allemande, Sophie, elle s'appelait, et elle va devenir une grande impératrice. L'Estoc s'occupait de son éducation. Elle est devenue russe plus que russe. Vous comprenez, c'est extraordinaire son histoire. Elle a adopté la religion, non seulement la religion, elle a parlé russe d'une manière exquise. Et son invention de Catherine II, je raconte ça en détail, mais on a parlé de la langue française. Il a fait une lettre de l'invitation en langue française lui-même, de Catherine II. Et ça, c'est un épisode en soi. Mais Catherine II, une grande histoire en soi que je vais raconter au deuxième tome de ce diptyque, parce que Catherine II, on a parlé de ce lien très profond entre la politique et l'amour que l'Estoc a initié, mais c'est Catherine II qui l'a porté au pinacle. Je vais réconforter
les spectatrices d'aujourd'hui, ils en vont rencontrer l'homme de sa vie, Potiomkin, à 44 ans. Et c'est l'amour éblouissant. Je vais publier les lettres inédites, sont très fortes, très sensuelles de Catherine. J'ai très osé d'ailleurs de Catherine, de cette histoire, mais je tiens à les citer. Le reste, je vais vous raconter dans le futur livre, mais je tiens à citer cette phrase. Les vraies histoires d'amour, c'est toujours après 40 ans. Et justement, revenons vers les histoires d'amour, parce que la tsarevna, la tsaritsa, après Élisabeth, c'était une femme qui a été décrite comme plutôt frivole, des mœurs très libérées, c'est presque une féministe avant l'heure. Si on parle de gaulliste avant l'heure, Élisabeth, en quelque sorte, c'était une femme libre. Une femme libre, Catherine était une femme libre, vous comprenez, c'est les femmes hyper modernes, pour vous dire hyper moderne. Hyper modernes, pour vous dire la vérité, mais Élisabeth et Catherine, d'ailleurs, et tous les deux, ils nous donnent un exemple très, très intéressant pour les choses. C'est-à-dire, évidemment, ces histoires très fortes. Je raconte son histoire avec l'Istoc, je suppose, en tout cas l'ambassadeur Manfred, dont vous avez cité d'Autriche, il affirme qu'il a une histoire aussi avec cet ambassadeur, marquis de la Chatardie. On n'a pas tenu le chandelle, mais quand même, il y a des présomptions. Il y a des preuves. Des présomptions. Lui, mais vous savez, il y a des preuves plutôt pour les stocks. Pour Marquis de la Chevrerie, il était prudent. Peut-être il a fait disparaître ces lettres aussi, c'est possible, mais l'ambassadeur d'Autriche est formel. Mais évitons ça. Mais je dois vous dire que, vous savez, il y a une chose sur laquelle je réfléchis souvent. Ce lien entre les passions et les dessins politiques, c'est très intéressant. Ce lien entre les passions, entre l'intérêt national, le mot qu'utilisait le Stock, et finalement une leçon aussi pour beaucoup de gens. Il ne mélangeait pas le théâtre sentimental et les dessins politiques. Il faisait les distinctions entre leur vie sentimentale et leur rôle de chef d'État. Et ça, c'est vraiment à la fois Catherine II, mais surtout Élisabeth, elle a donné les pratiques. Mais c'est vrai que c'était une force de la nature. Ces histoires sont moins nombreuses que les histoires d'amour de Catherine, qu'on sera obligé, mais quand même, il y a les preuves qu'après, il va se marier avec, comme elle aimait les arts, avec un très grand chanteur, d'ailleurs d'origine ukrainienne, Razumovsky, etc., son mari Marganetic. Ça, c'était une force de la nature, mais les histoires d'amour du XVIIIe siècle ont été portées au pinacle, surtout par Catherine II. Et encore une fois, je vais vous étonner. Elle a quand même eu moins d'amants qu'une Française moyenne, d'après les statistiques. Catherine oui, Catherine II. malgré sa réputation de Messaline, elle n'était pas Messaline. En la réalité, elle a eu peut-être, si vous voulez entrer dans les... Je n'aime pas tenir la chandelle, mais quand même, elle a eu 11 histoires d'amour, dont l'histoire absolument extraordinaire, une passion absolue pendant quelques années avec Potiomkin, après 40 ans, mais après la cogestion de cet empire extraordinaire, les dessins géopolitiques, le développement du pays, tout ça, c'est les choses comme ça. Ils ont laissé l'héritage à la fois géopolitique, littéraire, s'il vous plaît, parce que ce n'était pas un écrivain, c'était un grand écrivain. Catherine II. Catherine II. Non, les Stock, il a laissé les lettres exquises, que je publie, au fait. Exquise, mais c'était un penseur, c'est incontestable, et peu de gens savent, il y a deux aspects que je tiens à souligner pour aujourd'hui, qu'en 2004,
j'ai découvert en bibliothèque de l'Estoc, et après j'ai parlé, c'est une bibliothèque absolument extraordinaire, de l'Estoc qui est gardée dans les archives russes. Et vous savez, non seulement c'était une sorte de super ministre de la Santé, il était médecin personnel de la tsarine, mais au-delà de ça, favori et super ministre de la Santé, mais les grands médecins de Russes aujourd'hui, on le considère comme un fondateur de la médecine moderne en Russie. Il a soigné plein de gens et il était un concepteur. Aussi, sa bibliothèque de la médecine, c'est une des meilleures bibliothèques sur la médecine qui existe au XVIIIe siècle. Vous êtes bluffé. Et ça, c'était par hasard. Je cherchais les lettres d'amour, je tombe sur la bibliothèque de l'Estoc dans les archives russes. Vous voyez, il y a quand même l'aspect sentimental que je tiens à souligner pour vous donner un conseil. Allez quand même, vous regardez cette magie, cette position des couleurs fuchsia, jaune, extraordinaire qui crée la magie de Saint-Pétersbourg sur cette architecture les colonnades infinies dans le style de Rastrelli, mais là-bas il y a un lieu magique, carrément, parce qu'à Saint-Pétersbourg, pour que l'amour dure, jusqu'à l'heure aujourd'hui, il y a une sorte de pèlerinage sur le pont qui porte le nom de l'Estoc, les Stukov Most, et si vous voulez que l'amour dure, allez regardez cette ville magique et faites le pèlerinage à ce pont, les Stukov Most, à Saint-Pétersbourg. Quand même, vous avez dit que les passions et la politique, à cette époque-là, c'était pas toujours mêlé. Mais quand même, c'était les gens de fortes passions. Et les passions les guidaient aussi. Et ça, on va le connaître aussi dans l'histoire de Catherine II, mais on le voit dans votre livre, dans l'histoire d'Élisabeth. Vous avez raison, parce que ça dépasse, vous comprenez, ce côté. Vous savez, le livre, il faut le distinguer, parce qu'en soi, il y a cet aspect quasi-littéraire, vous comprenez, qui nous vire vers les romans de KPP. Encore une fois, ce n'est pas du tout inventé, tout est vrai. Mais là-dedans, il y a une autre filière, c'est une filière qui concerne la géopolitique. Et ça concerne les choses beaucoup plus sérieuses. Vous savez, c'est les gens, l'Estoc c'est formel, et Marquis de la Chétardie contre la vie de Versailles à l'époque. Mais souvent, vous savez, en France, il y a deux tendances. Il y a une tendance de Gaulle, je peux vous dire quelques mots à propos de ça, parce que De Gaulle, il personnifiait Chirac, il y avait des gens qui ont été persuadés que les rapports forts avec la Russie, c'est une nécessité pour la grandeur de la France. Et c'était l'avis de l'Estoc et l'avis de cet ambassadeur, avant l'heure. Vous comprenez les choses comme ça. Et c'est une tradition qui est là. Et il y a une tradition de la russophobie, de trompez-vous. Vous comprenez ça, c'est les choses sur la russophobie. On a mentionné la guerre de la Crimée, mais il y a une histoire absolument ahurissante. C'était pendant la Deuxième Guerre mondiale, personne ne connaît cette histoire, c'est oublié, mais en anglais ça s'appelle l'opération Pike. Les gens c'était en 1940, la France était en train de tomber. Il y avait les gens qui, après ils seront très proches de Vichy, du régime de Vichy, qui ont sérieusement pensé qu'il faut envahir le Kremlin. Ils ont préparé l'invasion contre la Russie. Et, ils ne répétaient pas, il y a les documents étonnants, Gamelin, de l'état-major, quand il disait qu'il faut préférer Hitler à Staline. Tout ça, c'est les choses comme ça. Mais il y a une autre tradition. Pourquoi vous avez raison que c'est, d'une part, c'est les passions, c'est les pages pittoresques, disons, qui racontent les coups d'État, les rendez-vous d'amour, etc. Mais à côté de ça, il s'agit de l'équilibre des forces en Europe. Et l'Estoc, il a dit qu'il faut préférer l'alliance entre les pays chrétiens, notamment entre la Russie, à l'alliance que prônait à l'époque Versailles avec l'Empire ottoman, tout ça avec les musulmans. Tout ça, c'est les réflexions. Et ça a duré. J'utilise le titre d'Artagnan de l'espionnage.
pour quelqu'un qui était à l'origine de rapports très forts entre, vous savez, le gaullisme, c'est une très grande tradition et c'était imposé presque par hasard. Vous comprenez, il y avait un épisode assez étonnant. C'est un épisode, je donne toujours le titre d'Artagnan de la politique à Chirac, mais il y avait un jeune garçon, je l'appelle d'Artagnan d'espionnage, vous avez parlé de l'espionnage à propos de l'Estoc, allons dans ce sens-là. Il s'appelait, c'est un Arménien qui était autrefois basé à Paris. Et à 23 ans, il a découvert, comme analyste, pas comme espion, mais comme analyste, il est devenu passionné de l'analyse de Gaulle. Et après, il est devenu un grand maître d'espionnage. À 30 ans, il était basé à Téhéran, il est chef de service secret à l'époque russe à Téhéran. Il a prévenu l'attentat que Hitler a organisé contre la conférence de Téhéran en 1943. Hitler il voulait tuer Staline, Churchill, etc., et Roosevelt. Et finalement, ce garçon, il a prévenu cet attentat. C'est une histoire d'espionnage extraordinaire. Vous savez, comme il était arménien, il a engagé les enfants arméniens pour qu'ils suivent les agents russes. Comme ça, ils ont découvert et prévenu cet attentat. Extraordinaire personnage. Et Staline, après, il l'a convoqué, il a dit, écoute, tu as connu De Gaulle quand il était un jeune à Paris. On me parle de ce général, qui est-ce? Raconte-moi, parce que les Américains ils sont allergiques à lui, ils préfèrent Giraud, qui était son rival, et il disait, les Anglais sont très ambigus, et l'autre il est allé sous la couverture, comme toujours comme l'Estoc sous la couverture, il est allé à Alger, il a rencontré De Gaulle, et au lieu d'envoyer le rapport sur 3 heures de conversation, il a autrefois eu l'accès à une lettre de Gaulle que De Gaulle a écrit à sa mère. Et dans cette lettre, exactement comme l'Estoc, il disait les rapports forts avec la Russie, c'est la clé de la grandeur de la France. Et comme ça, au lieu d'envoyer, vous comprenez à quoi ça se joue? Il a envoyé cette lettre de Gaulle à sa mère. Et je retrouvais, quand je cherchais mes histoires d'amour de l'Estoc, j'ai découvert dans les archives du Kremlin un mot de Staline extraordinaire. Il disait, on ne ment pas à sa mère. Je reçois ce général demain, il a reçu De Gaulle, et comme ça, la France a retrouvé son rôle dans le Conseil de sécurité, qui a retrouvé son rôle dans la foulée. Et les grandes traditions de gaullistes a été engendrée par cet épisode méconnu, mais la base de ça, vous savez, ce livre, sous la couverture, en extérieur, c'est un livre simplement comme cadeau de Noël pour mystère, amour et évasion, mais derrière, il y a quand même les clés historiques très importantes, l'histoire longue dont on a parlé Brodel, et une vraie réflexion sur les aléas de la géopolitique qui sont maintenant plus que jamais dangereux. Notre cher Lestoc, il est mort en 1767, donc juste après l'ascension de Catherine II. Et j'ai une idée. Est-ce qu'on peut dire que Catherine, elle avait ses propres Français, ces Français qui la guidaient? C'est en quelque sorte, c'est Diderot et Voltaire qui ont pris le flambeau de l'Estoc auprès de la nouvelle souveraine. Évidemment, mais ça c'est un concept, parce que vous savez, je raconte comment Catherine était inventée, quel était le rôle dans l'invention de Catherine II, joué par l'Estoc. Mais au-delà de ça, vous comprenez, Catherine II, elle est devenue russe, plus que russe, à tel point qu'elle a demandé qu'on lui fait une transfusion du sang russe dans ses veines, parce qu'elle a dit « je voudrais que le sang russe coule dans ses veines ». Mais elle était francophile passionnée, elle était formée par la grande littérature française. Vous avez raison, ces lettres sont exquises, écrites en français avec Grimm, tout le monde connaît, mais Voltaire, la venue de Diderot en Russie, tout ça, les philosophes du siècle de Lumière, son héritage littéraire, car je vous dis que ce n'est pas une écrivasse qu'elle a écrit. Évidemment, ça engendre cette tradition de francophilie. Le flambeau a été pris par d'autres Français qui ont été là, sans oublier
tant d'histoires d'amour exquises. Cette fois-ci, la France, avec disons, la férocité de la Révolution, a joué un rôle parce que Catherine a reçu beaucoup d'aristocrates français à sa cour. Et il y avait de belles histoires d'amour qui ont été reprises. Après, il y avait Marquis de Vogüé. Et après, il y avait ce symbiose que vous avez présenté tant de fois, les ballets russes. Parce que le ballet russe, ce n'est pas du tout les ballets. C'est un phénomène civilisationnel. Bien sûr. Tout le monde était là. Matisse, Picasso, de Braque, le ballet russe, c'est un symbiose de l'art. Il n'y avait pas de distinction entre le ballet, la poésie, etc. Toutes ces choses-là. Et puis c'est une invention de l'art européen qui était lancée à Paris sous le nom de ballet russe. Et il y avait le D'Artagnan des arts modernes qui était évidemment Diaghilev. Tout ça, ça a fait perdurer et jusqu'à l'heure actuelle, ça a continué. Et j'espère bien que ça va, tôt ou tard, ça va continuer. Parce que encore une fois, ce conseil de Braudel, les écumes du jour passent, les affinités historiques restent, l'intérêt national, pour reprendre le mot de Lestock, reste, et c'est plus fort que les aléas vraiment de la politique immédiate. Vous savez comment j'appelais Chirac? Il le connaissait. Je l'appelais D'Artagnan de la politique française. Vous savez, je vais vous dire une révélation, je vais vous faire une révélation. J'ai eu, vous connaissez, des rapports très forts depuis 40 ans avec Jacques Chirac. C'était mon ami depuis 40 ans. Je lui ai raconté au début, parce que c'est une longue histoire, je lui ai raconté cette histoire. Il m'a prié d'ailleurs de faire aussi ce livre, parce que, vous savez, c'est un fondateur. Et Chirac, quand on a parlé, et j'ai raconté cette histoire, il m'a dit, il a raison, parce que l'intérêt national français exige que la France et la Russie puissent avoir des rapports trop forts. Je pense que tôt ou tard, on va revenir à ça. Un jour, je vais publier mes conversations avec Chirac, vous serez étonné. Vous savez, il me disait toujours que l'avenir de l'Europe, c'est la France, l'Allemagne, la technologie allemande et la Russie. Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable. Putsch, les chars, Mitterrand, il est ambigu par rapport à putschiste. Chirac, il a décidé de piéger plutôt Mitterrand. Avec ça, il me téléphone, il y avait les téléphones, énormes téléphones de satellite à l'époque. Ulysse Gosset, peut-être vous connaissez, un grand correspondant et mon ami Ulysse. Il téléphone à ce téléphone, il dit Vladimir, je viens vous soutenir, le putsch va échouer. Je dis, et je lui ai arrangé les rencontres là-bas, etc. Et après, il vient chez moi. Et j'ai gardé la photo, je vais vous montrer cette photo, avec une petite astuce. Il vient, et j'ai pensé, le putsch, en attendant, il faut dire que le putsch a échoué, la fin du communisme, mais c'est la fin du communisme, c'est le moment étoilé, je dirais. J'ai pensé qu'on va parler de la géopolitique, etc. Pas du tout. Vous savez, je n'oublie jamais cet instant. Je vais vous montrer la photo qu'il a été prise chez moi. Une petite astuce, si vous me permettez. Allez, voilà. Allez, une petite astuce. Voilà. Wow. Ça, c'est chez moi, le jour de la fin du communisme. Ma femme, le Jacques et moi, chez moi, quand il est venu. Et vous pensez qu'il a parlé de la géopolitique? Pas du tout. Il a récité les poésies. Et vous savez, il m'a demandé que je l'amène au tombeau de Pasternak. Il a récité, vous connaissez ces vers, c'est les vers aussi extraordinaires. Svicha garela na stole, ça veut dire la bougie est sur la table. C'est la poésie qui vient du livre de Zhivago, Docteur Zhivago. Docteur Zhivago, et je dois vous dire que lui, il raconte ça, et je l'amène, et il m'a dit, et c'est le message de ce livre, franchement. Il a dit, franchement, c'est beaucoup plus important pour comprendre la situation d'aujourd'hui, Docteur Zhivago. Il y avait les bougies sur le tombeau de Pasternak, c'est Peredelkino, vous connaissez, c'est près de Moscou, etc. Et lui qui a traduit, quand il était jeune, Eugène Onegin,
me récite. Je vous conseille de relire ça. C'est une poésie extraordinaire. Merci beaucoup Vladimir pour ce récit passionnant et on attend la suite sur Catherine II, les femmes sur le trône russe, les féministes avant l'heure. Les femmes modernes, tout un siècle dirigé par les femmes. Les femmes portées au pinacle. Et je vais vous dire une chose. Vous savez, j'ai souvent décrit les égéries. Vous savez, avec la femme extraordinaire, Picasso, Matisse, Chagall, tant d'autres. Et vous savez, je réfléchis sur une chose. Au XVIIIe siècle, il y avait les égéries au masculin. Parce qu'en quelque sorte, les stocks étaient inspirateurs aussi. L'égérie au masculin, il y avait cette histoire extraordinaire à la fois d'un grand homme politique, un grand chef de guerre, grand diplomate, et grand homme de lettres et philosophe qui était Potiomkin, qui a co-géré en Russie le grand inspirateur de l'impératrice. Il était une fois une grande impératrice. C'est le futur livre, ce sera ça le titre. Pourquoi ces pommes rouges? Parce que nous sommes en Normandie, sont de vos fièvres, de vos patries du cœur. Et le délice, le meilleur délice du monde, c'est les pommes de Normandie.